Je suis vraiment honorée d'être parmi vous et d'introduire en fait l'étude de professeur Greenberg par une présentation sur les études cliniques Real World Data. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que je vais introduire ce genre d'études cliniques pour que vous puissiez apprécier encore plus l'étude qui va être présentée par professeur Greenberg. Donc c'est quoi les études Real World Data? En fait, on les utilise, on en parle de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce genre d'études. On est tous habitués avec les études randomisées cliniques, mais les études Real World Data font beaucoup parler sur le plan études cliniques pour démontrer les efficacités de traitement et ailleurs pour analyser des résultats dans d'autres contextes aussi, comme pour des questions épidémiologiques ou pour des questions stratégiques de la santé. Donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur le real world data dans les essais cliniques, donc les études de médicaments. Donc on va voir ensemble le principe de ces études-là, je vais les définir, je vais vous en parler des types des études real world data, c'est quoi la méthodologie qu'on utilise dans ce type d'études, et puis la valeur de ces études dans la réglementation, donc comment on donne de la crédibilité dans le monde réglementaire à ce genre d'études qui sont relativement nouvelles. Donc, c'est quoi le principe et les sources des Real World Data? Les sources des Real World Data, c'est au cœur de la définition de ces études-là. En fait, on fait des études Real World Data en utilisant des références, différentes références, comme les registres de patients, les objets connectés, donc par exemple, ce qu'on porte comme des Apple Watch, des Fitbit, ça peut être une source de Real World Data. Ça veut dire quoi en anglais, en français, la terminologie, c'est des données de vie réelle. Donc, ce n'est pas des données qu'on obtient dans un contexte expérimental comme les études randomisées. C'est des études qui nous donnent, où on prend des données qui sont de la vie réelle du patient. Donc, il utilise par exemple le médicament dans sa vie réelle et puis on essaie d'avoir des sources de données pour en extraire des données comme il les utilise dans son style de vie et dans sa routine. Donc, c'est de là que vient la nomination Real World Data pour ce genre d'études, ou en français, c'est des études de données de vie réelle. Donc, les sources sont les registres de patients, ça peut être des objets connectés aussi. En fait, ces études-là, ça vient un peu de l'évolution du monde de la digitalisation. Donc, on a beaucoup de sources qui donnent des données sur des informations qui sont pertinentes sur nos états de santé, sur notre utilisation des médicaments. On veut faire une standardisation de la méthodologie pour pouvoir arriver à en bénéficier de ces sources-là et les utiliser comme complémentaires, par exemple, aux études randomisées cliniques qu'on connaît déjà très bien. Donc, les registres, j'ai mis une étoile particulièrement sur les demandes de remboursement. Donc, l'étude de professeur Greenberg, SNIRAM, elle a utilisé la source des remboursements en France, la base de données de remboursement, pour extraire et pour faire une étude sur l'efficacité des gonadotrophines. Donc ça peut être une source très pertinente qu'on pourra utiliser pour évaluer des paramètres, une efficacité d'un traitement par exemple. Les réseaux sociaux aussi, maintenant on utilise Facebook, on utilise beaucoup de réseaux qui peuvent aussi contenir des informations intéressantes. Et puis, à la fin, je dirais aussi, par exemple, les enquêtes, les questionnaires. Si on fait des grands questionnaires auprès des médecins, auprès des patients, on peut aussi générer aussi des données qui sont des données de vie réelle. Donc, c'est différent, c'est complètement différent en fait sur le plan faisabilité, comment on fait ces études-là, des études randomisées qui sont des études expérimentales. Donc, on fait des essais randomisés, comme vous savez, c'est des études contrôlées. Là, on est complètement dans un autre contexte. On est dans le contexte de données qui sont prêtes sur des bases de données qu'on va collecter pour pouvoir établir un lien de causalité, par exemple, entre le médicament et un paramètre qu'on veut évaluer. Donc, c'est sûr, tout le monde parle des études randomisées
qu'on connaît bien, qui restent toujours le gold standard. Donc, c'est les meilleures études à utiliser qui sont prises par le monde réglementaire pour démontrer l'efficacité des traitements. Et ça parce qu'on a toute la méthodologie derrière qui est bien stricte. Donc, c'est des études avec des critères stricts d'éligibilité. On a la randomisation, on a le double INSU. Tout ça fait des études randomisées, des études qui sont strictes et qui ont certains critères pour fonder là-dessus notre avis ou évaluer l'efficacité du traitement et établir un lien de causalité. Après, alors, si on a les gold standards, qui est les études randomisées, pourquoi s'intéresser aux études real-world data? Alors, les études real-world data peuvent aussi donner des avantages. C'est des études qui ont des avantages, qui peuvent bien complémenter les études cliniques randomisées, parce qu'on a déjà une meilleure représentativité. On a un grand nombre de patients dans ces bases de données, donc on a une représentativité intéressante, alors que les études randomisées, vous savez, avec les critères d'inclusion, d'exclusion, etc., ce n'est pas évident d'avoir un nombre intéressant ou important comme les real-world data. Après, les durées d'études aussi, les études randomisées sont des études qui sont longues, qui sont coûteuses par rapport aux études real-world data où on extrait des données qui sont déjà prêtes de base de données. Et aussi, il y a un aspect éthique. Ici, on n'est pas dans une intervention expérimentale, alors que les études randomisées, c'est une intervention expérimentale. Et un autre point qui est très intéressant, je dirais, c'est le long-term outcomes. Donc, avec les études randomisées, parfois, on ne peut pas apprécier des paramètres qui ont une durée, une projection dans le temps qui est importante. Par exemple, je donnerai comme exemple les taux de naissance. Il faut avoir un certain horizon de temps pour pouvoir apprécier ce qu'on appelle cet outcome ou le paramètre qu'on veut apprécier dans l'étude. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, si vous pensez aux anticancéreux, par exemple, pour les gonadotrophines, c'est le taux de naissance, mais pour les anticancéreux, ça peut être la survie ou la métastase, ou les arrêts de traitement, par exemple, l'adhérence du patient au traitement. Tout ça, c'est des outcomes ou c'est des paramètres qui prennent assez de temps qu'on ne peut pas vraiment en apprécier avec les études randomisées qui sont un peu limitées au niveau de la prolongation qu'on peut faire dans le temps. Après, comparer deux interventions, par exemple, les bases de données peuvent nous donner une chance, ouvrir une opportunité de voir deux traitements où on n'a pas d'études randomisées et pouvoir les comparer. Donc, les types d'études, en fait, c'est des études d'observation observationnelles. Elles peuvent être prospectives, elles peuvent être rétrospectives, mais surtout, le point commun et intéressant, c'est c'est des études qui incluent un nombre important de patients. Donc, on parle de real-world data comme étude clinique. Généralement, on a 1000 patients et plus, voire des milliers de patients dans la base de données qu'on va extraire leurs données et pouvoir mener notre étude. Et puis, ça, comme j'ai dit, ça complémente les études randomisées cliniques et ça peut répondre à différentes questions. Donc, comme j'ai dit au départ, ce n'est pas juste les efficacités de traitement, mais ça peut aussi répondre à des études, à des questions épidémiologiques, de stratégies de santé, etc. Donc, il y a beaucoup d'exemples maintenant, si vous cherchez sur où on a utilisé le real-world data dans des études cliniques pour pouvoir évoluer les indications de médicaments. On peut trouver ça, l'étude de SNIRAM qui va être présentée par professeur Greenberg, mais aussi, par exemple, l'efficacité de Covid-19 pour le personnel de santé. Ça a été évalué et apprécié par des études de real-world data. Le vaccin AstraZeneca anti-Covid avec le variant Delta, on n'a pas fait d'études randomisées cliniques, mais on a apprécié cette efficacité avec une étude de vie réelle, des données de vie réelle. Et puis, je nommerai peut-être Novartis avec Cosentyx, où on a apprécié la qualité de vie. Ça, c'est très important maintenant. De plus en plus, les agences régulatrices ne veulent pas juste l'efficacité, ils veulent voir la qualité de vie des patients. Et ça a été, par exemple, apprécié pour le Cosentyx avec des données de vie réelle.
Donc, avec tout ça c'est bien beau, mais avec ça vient des défis. Donc, on a d'abord le data privacy. Donc, premier défi pour les real world data, c'est comment on peut accéder à des données de patients tout en restant dans le respect de la vie privée. Donc, il doit y avoir une réglementation autour de ces bases de données, à comment les utiliser pour les études cliniques. Après, la qualité aussi. Parfois, on peut trouver qu'on a des données, mais il manque un paramètre, un covariable, par exemple, qui doit être apprécié dans notre étude clinique, qui n'est pas existant, qu'on n'a pas tracé dans cette base de données. Donc, ça va biaiser un peu. On ne peut pas faire une étude de qualité avec ce qu'on appelle un dataset, avec ces données. Et à la fin, je citerai peut-être oui, ça c'est un point très important, aussi le biais. Donc pourquoi on fait les études randomisées? Les études randomisées, c'est pour contrôler tout le biais et les biais de sélection et les biais de confusion et démontrer réellement une causalité entre le produit et le paramètre qu'on est en train de suivre. Donc là, le biais, comment on va contrôler un certain biais par ces bases de données où on n'a pas contrôlé au départ notre échantillon comme on le fait dans les études randomisées. Donc la méthodologie, donc il y a clairement des méthodes maintenant et ça évolue de plus en plus pour pouvoir utiliser ces bases de données, real world data dans les études cliniques, une méthodologie à suivre pour pouvoir équilibrer et mitiger un peu ces biais qui peuvent exister dans notre base de données dans l'évaluation d'un traitement. D'abord, une méthodologie, c'est le score de propensité. C'est quoi ce score? C'est un score qu'on va calculer pour tous les patients qui sont dans la base de données, que ce soit dans le groupe contrôle ou dans le groupe de patients. Et on va essayer de déterminer une probabilité qui permet de voir quelle est la chance d'être dans le groupe de traitement en fonction des covariants qu'on a déterminés. Donc, on détermine des covariants. Les covariants, c'est ces paramètres qui peuvent causer le biais. Par exemple, pour les femmes enceintes, l'âge, quand on est en train d'apprécier l'efficacité d'un traitement, un covariant peut être l'âge. Donc, on va tester cette probabilité en fonction des covariants. Et à la fin, ça nous donne la possibilité de ce qu'on appelle matching ou des stratifications par ajustement, par régression. C'est ce qu'on fait ici, par exemple. Ça, c'est notre groupe. Donc, il y a le traitement et le groupe contrôle. Et on va essayer d'équilibrer avec le score de propensité, voir qu'on arrive à avoir deux échantillons qui sont patients et qui sont équilibrés. Ça peut impliquer, par exemple, qu'on va éliminer certains patients du groupe contrôle ou du groupe traitement pour avoir, comme dans les études randomisées, deux populations qui sont équilibrées. Donc, c'est quoi la valeur maintenant de ces études-là dans le monde réglementaire? Comment est leur crédibilité? C'est sûr qu'ils sont là de plus en plus. Ça se multiplie, les études qu'on voit avec Real World Data. On parle de leur méthodologie, de comment faire avancer ces utilisations de bases de données pour pouvoir les rentrer dans le monde de la santé, dans le monde des études d'efficacité de traitement ou autres. Donc, par exemple, entre 2019 et 2021, il y a 116 approvals pour les traitements qui se sont faits à la base d'études cliniques Real World Data. Et voilà, donc elles sont considérées comme complémentaires par les agences régulatrices de santé et d'économie de santé, par exemple par la HTA ou par la FDA, etc. Leur utilisation, elle est en train d'être de plus en plus grande. Donc, il y a aussi une réglementation qui avance, ça aux États-Unis. Il y a eu un point déterminant, c'est d'avoir avancé la réglementation des real world data pour le market access ou pour évoluer les indications des traitements. Et pour en finir, peut-être, ça c'est pour dire que ce n'est pas juste les médicaments, les real world data sont en train vouloir être utilisés dans d'autres perspectives. Par exemple, ça c'est une étude de cancer en Grande-Bretagne. On fait ce qu'on appelle une connexion du système d'information. Donc, on essaie de connecter les systèmes d'information pour avoir de plus en plus de données et des données probantes par la connexion de nos systèmes d'information, des hôpitaux, des remboursements, etc., pour pouvoir vraiment mettre en œuvre un système
intéressant et important avec des données probantes qui sont utilisables pour améliorer notre système de santé et pour améliorer nos stratégies de santé et nos traitements. Donc voilà, je vous remercie.